Le plus dur, c'est connaître ses priorités. Oui. C'est surtout quand on est dans un âge de tournant, c'est Mmh. est-ce que je devrais mettre mon énergie là? Est-ce que je devrais le mettre là? Donc, on se retrouve dispersé. Oui. Mais vu que toi, tu as été exposé au devoir d'être responsable à un jeune âge, que franchement, chapeau à toi, comment est-ce qu'on détecte nos priorités? Comment est-ce que... Alors ce que je peux dire là-dedans, c'est on apprend par nos erreurs. Mhm. Avant de tomber dans quelque chose, tu vas jamais comprendre l'avantage ou le temps perdu lorsque tu n'es pas passé dedans. Par exemple, si tu n'as jamais touché le feu, tu ne sauras jamais si ça va te brûler ou pas. Quand je suis tombée dans plusieurs erreurs dans ma vie, donc j'ai appris par là. Donc j'ai pas eu vraiment un mentor dans ma vie qui me disait voilà le chemin c'est ça, tu prends à gauche, tu prends à droite. Non, j'ai appris par mes erreurs. Comme on dit en anglais, experience is the best teacher. Mhm. Donc lorsque tu as une expérience, c'est la meilleure prof de ta vie. Ouais, parce que ça te marque, hein. Exactement, exactement. Hey guys, welcome back et je suis de retour avec Linda. Dernier épisode, elle nous a parlé de comment vaincre la chair et marcher avec le Saint-Esprit. Et on a pu comprendre à travers de son témoignage que c'est une maman très occupée. Elle aime le Seigneur, elle sert le Seigneur. Et aujourd'hui, Linda, comment est-ce que tu gères tout ça? La gestion du temps, parce qu'on peut se perdre. Et on a fini sur l'ancien épisode, sur l'autre épisode, en nous parlant de trouver du temps pour Dieu et pour le Saint-Esprit. Comment est-ce que tu fais ça? Comment est-ce qu'on y arrive? Merci beaucoup. Merci de m'avoir encore invité. Ce que je peux dire, la gestion du temps, c'est c'est un sujet que je dirais qui nous concerne tous, le monde entier, on en a besoin. Et surtout quand on a une bonne gestion du temps, on arrive loin, on atteint plusieurs objectifs dans la vie et ça nous épanouit parce que je peux dire que on a un sens de vie qui est plus équilibré dans tout. Mmh. Et alors ici, pour moi, la gestion du temps, de mon côté, je dirais, c'est une chose que je prends très au sérieux Mmh. parce qu'il m'a fallu du temps aussi pour apprendre. J'ai été maman très jeune Mmh. et je naviguais dans des trucs, que je me disais: «Mais comment est-ce que je vais m'en sortir, avec un bébé, avec un homme à la maison?» donc je ne savais pas comment faire et puis, pour revenir un peu en arrière, j'ai perdu mes parents très jeunes et alors j'ai appris à me à me gérer toute seule, Mmh. si je peux dire ça comme ça. J'avais de la famille, mais on sait bien quand on devient orpheline, Mmh. très jeune, j'avais 9 ans, j'ai appris à mélanger des trucs, à ne pas mélanger des trucs, Mmh. j'ai appris la gestion du temps, mais seule et quand je suis devenue maman, donc il m'a fallu encore, d'autres apprentissages, qui n'étaient pas très faciles. Mmh. Donc, je dirais que, il m'a fallu du temps pour en arriver. Je suis encore sur le chemin. Je peux pas dire que je suis parfaite, mais au point où j'en suis, je vois quand même une très, très grande évolution. Mmh. La moi quand j'étais maman, jeune et la moi d'aujourd'hui, il y a quand même une très, très grande, différence. Mmh. Le plus dur dans parce que moi, tu as dit les deux Linda. Moi, je Oui, suis encore dans la première version de la oui, jeunesse. Le plus dur, c'est connaître ses priorités. oui. C'est surtout quand on est dans un âge de tournant, Mmh c'est mh. est-ce que je devrais mettre mon énergie là? Est-ce que je devrais le mettre là? Donc, on se retrouve dispersé. Oui. Mais vu que toi, tu as été exposé au devoir d'être responsable à un Mmh. jeune âge, que franchement, chapeau à toi, comment est-ce qu'on détecte nos priorités? Comment est-ce que on peut éviter de se retrouver dispersé dans tout? Alors ce que je peux dire là-dedans, c'est on apprend par nos erreurs. Mmh. Avant de tomber dans quelque chose, tu vas jamais comprendre l'avantage ou le temps perdu lorsque tu n'es pas passé dedans. Par exemple, si tu n'as jamais touché le feu, tu ne
sauras jamais si ça va te brûler ou pas. Donc, moi, à force de tomber dans plusieurs pièges, dans plusieurs, comment dire, quand je suis tombée dans plusieurs erreurs dans ma vie, donc j'ai appris par là. Donc, j'ai pas eu vraiment un mentor dans ma vie qui me disait, voilà, le chemin, c'est ça, tu prends à gauche, tu prends à droite. Non, j'ai appris par mes erreurs. Et alors, lorsqu'on apprend par nos erreurs, on apprend mieux. Comme on dit en anglais, experience is the best teacher. Donc, lorsque tu as une expérience, c'est la meilleure prof de ta vie. Ouais, parce que ça te marque, hein, en Exactement, quelque sens. exactement. Tu as parlé de mentor. C'est un mot que j'entends pas souvent dans notre communauté. Oui. Pourquoi un mentor? Pourquoi faire? Et pourquoi est-ce qu'un jeune qui t'écouterait dirait: «Mais moi, je sais tout faire, en fait, Mhm. je gère ma vie, au top». De quoi tu me parles d'un mentor? Alors, lorsqu'on a encore la grâce d'avoir ses parents, le premier mentor doit être tes parents. Enfin, ta maman, ton papa, la personne qui t'élève à la maison. Donc, ça devrait être cette personne. Quand on devient parent, il y a des étapes à suivre. Il y a des erreurs qu'on fait en tant que parent, jeunes parents et tout ça, mais lorsqu'on regarde dans la réalité de vie, lorsqu'on élève un enfant, il y a des étapes à suivre. C'est-à-dire, quand on a un enfant de 0 à 5 ans, on est parent, donc on devient enseignant. On apprend cet enfant à aller aux toilettes, être propre, manger tout seul. Donc, ce sont des étapes à suivre. De 5 à 10 ans, on devient plus alors parent. Non, oui, de 5 à 10 ans, on n'est plus parent, on n'est plus enseignant, mais on devient coach. Donc, on commence alors, scientifiquement, on dit qu'un enfant, à partir de 5 ans, son cerveau commence alors à enregistrer des souvenirs qui t'est arrivé à moins de 5 ans que tu te souviens pas. Pas du tout. Mais des choses qui t'ont arrivé à 7 ans, tu te rappelles, c'est flou, mais tu te rappelles quand même. Donc, ton cerveau commence à être stable parce que ton cerveau n'évolue plus. Donc, il y a des étapes, on devient enseignant en tant que parent, on devient coach et après, on devient mentor. Donc, on devient mentor mentor à partir de l'adolescence. Parce qu'un enfant, il y a des choses que je peux dire à mon fils de 10 ans, tu peux pas faire ça, ça va pas, ça c'est un coach. Parce que tu es en train de coacher ton enfant. À Le- ne pas faire. oui, voilà, donc les principes de vie. Mais quand est-ce qu'on devient mentor? C'est à partir du moment où l'enfant devient adolescent. Lorsqu'on devient adolescent, on a une crise d'adolescence, on traverse un moment où on se pose des questions, l'identité, crise d'identité, et c'est là où le mentor doit intervenir. Après l'adolescence, le parent devient l'ami. Et là, le problème, ce qu'on a dans la communauté d'aujourd'hui, c'est que les parents deviennent amis avec un ado au lieu de devenir mentor. Oh! Un mentor ne devient jamais ami. Parce que lorsque tu es en train de coach, d'élever un adolescent, il y a une façon de parler à cet enfant, il y a une manière, donc tu ne deviens pas trop ami. Il y a des parents qui se disent, ah mais il a 15 ans, si je deviens ami, cet enfant va me dire toutes les bêtises qui sont en train de se passer, mais en fait, tu es en train de te tromper. Donc, tu deviens mentor, tu dois le guider, tu dois dire, en fait, un mentor, je donne un exemple. Un mentor va dire, par exemple, je pense que c'est mieux que tu bouges le verre qui est là et le mettre dans l'évier parce que ça va se passer comme ça, comme ça. Parce qu'on attend des visiteurs qui viennent arriver à la maison. Donc, je pense que ça serait bien. Tu vas le faire avec joie. Mais quand on est coach, on dit, tu peux débarrasser, s'il te plaît? Donc, c'est ça un coach qui fait. Quand on devient ami, tu peux le faire pour lui, parce que demain, il va le faire, parce que c'est donnant-donnant. Hein? Donc, ici, un mentor, le premier mentor dans ta vie, ça doit être ta maman ou ton papa, ou les deux, si c'est possible. On va s'arrêter là 2 secondes parce que je le vois beaucoup dans la jeunesse et dans les relations parents-enfants, surtout dans notre communauté, beaucoup de parents sont coincés à l'étape de coach Exact. et c'est et du coup, d'où le verset:
on dit, «Enfants, obéissez à vos parents, Oui, mais parents, n'héritez pas vos enfants». Ça, c'est un verset, oui, on n'en parle jamais dans tout l'église. à Mais fait. en fait, la façon que tu viens de décortiquer les étapes de relation entre parents-enfants, Mhm. et je me rends compte que beaucoup de parents restent coincés à l'étape de coach, Oui. parce que si ils partent à l'étape de mentor, Mhm. c'est en fait, c'est soit je deviens ami avec Mhm. cet enfant, ou soit je reste dans le coaching où je lui donne des ordres parce que j'ai peur que Oui. si je parle comme un mentor, ben, en fait, il va juste me recaler et l'enfant va partir. Comment faire la transition? Alors, ça doit commencer par la relation. C'est pas parce que tu es mentor que tu dois pas avoir une relation avec ton enfant. Mmh. Donc, la première relation, ça doit commencer par la confiance. La confiance, ça se crée au jeune âge. Mmh. Si ton enfant, tu lui promets de lui faire, de faire quelque chose, tu dois être là. Ça t'a jamais arrivé de voir des enfants qui disent mon modèle, ou c'est ma maman, ou c'est Mmh. mon papa, ça dépend de qui est encore là. Mmh. Quand tu regardes le parcours de cet enfant avec ses parents, souvent ça a été un parent qui a respecté les étapes. Mmh. Quand tu es devenu mentor et après tu es devenu ami, l'enfant va toujours se référer à toi. Mais Mmh. quand tu deviens mentor, tu dois donner un exemple aussi. Tu vas pas dire ne bois pas de l'alcool alors que toi tu es Elle est venue tirer des balles réelles. quand tu Absolument. es tout le temps bourré à la maison, Mmh. désolé pour l'expression, mais Mmh. tu vas pas me dire bon, je pense que c'est pas bien de boire de l'alcool parce que tu es encore réto. Mmh. Quel est l'exemple que tu es en train de donner? Parce que l'enfant se réfère à toi, se regarde dans le miroir du parent. Donc Mmh. quand tu deviens mentor, tu dois être quand même irréprochable en face de ton enfant. Mmh. On est des êtres humains. Lorsque tu tombes dans une faiblesse, tu dois quand même montrer à ton enfant, voilà, je suis tombé dans ça. N'aie pas peur d'être faible en Mmh. face de ton enfant, parce que cet enfant, c'est pas un arbre. Mmh. C'est quelqu'un qui a des émotions, qui a des sentiments, qui sera parent plus tard. Mmh. Donc, pour montrer la faiblesse à Mmh. ton enfant ne change pas du fait que tu es son père ou sa mère et Mmh. son mentor. Mmh. Ça prouve qu'en fait, je te fais confiance. Mmh. Fais-moi confiance en revanche. Mmh. Et cet enfant va garder quand même le respect entre parents et enfants, Enfant, ouais. mais en sachant que mon père quand même peut aussi arriver à tomber dans, dans une situation qui n'arrive pas à s'en sortir. Et à son retour aussi, et il faut aussi faire confiance à ton enfant. Si ton enfant te donne un conseil, ne le prends pas mal. Oh! Amen. C'est important Mmh. parce que tu es en train d'élever un enfant intelligent. Mmh. Si ton enfant te dit, maman, je pense que le ticket de métro, ce n'est plus 2,10 €, mais c'est 3 €, ne commence pas à dire, mais qu'est-ce que t'en sais, toi? Tu travailles où? Tu vois? Il faut dire: «Ah, c'est vrai». Mmh. Même si tu sais que c'est 2,10 € et Mmh. l'enfant peut-être s'est trompé, Mmh. tu dois lui donner une bénéfice de doute. «Ah, Mmh. je crois que ah ben, tu as peut-être raison» ou «Tu as raison, Mmh. allons voir». Tu Mmh. vois? Donc il faut pas directement mettre en question tout ce qu'il te dit, il faut lui dire: «Ah, je te fais confiance». Mmh. Ou alors s'il te dit: «Ah ben, je pense que ta robe, elle te va mieux comme ça». Tu dis: «Ah merci». Ben, Mmh. tu portes la robe pour lui dire: «Voilà, je te fais confiance». Mmh. Donc Bah, ça, ce sont des en petits fait, exemples. tu crées l'espace pour que l'enfant ait aussi l'impression qu'il a son mot à dire. Pas Exactement. qu'à chaque fois que Mmh l'enfant vient te parler, mh. Mmh. tu refutes: «C'est moi qui suis plus intelligent que toi». Oui, Au final, l'enfant ne s'ouvrira jamais. Tu as parlé de relations et on est dans la gestion du temps. oui, Je suis mère, je travaille 40 heures par semaine, oui. je m'occupe de la maison et des fois même c'est des mères célibataires ou des Mmh. pères célibataires, j'ai pas le temps de créer cette relation. Oui. Comment faire? Par contre, on a le temps d'aller à l'église, d'aller à toutes Mmh. les veillées, d'aller à toutes les conférences. Je dis pas que c'est mauvais, Mmh. mais comment trouver l'équilibre et gérer son temps, du coup, en tant que parent? Alors, d'abord pour avoir un équilibre dans tout ça, il faut avoir, un agenda pour ou une application pour dire: «Voilà, ma semaine est planifiée comme ça». Mmh. Vendredi, il y a la veillée, mais quand on va rentrer, on va se reposer. On ne va pas dormir non plus toute la journée, en sachant que tu as des enfants. Tu te réveilles vers midi,
tu planifies ta journée en fonction de tes enfants. Mmh. Couper le téléphone parce qu'il y a une communauté où le téléphone est une priorité. Mmh. Moi, je n'accepte pas ça. Mmh. Je trouve qu'il y a un temps pour tout. Mmh. Tu coupes ton téléphone, tu prends tes enfants, vous allez à la piscine, ça dépend leur âge. Mmh. Vous allez à la piscine ou vous allez au cinéma, vous allez boire un verre quelque part, vous papotez, ça dépend si ce sont des ados ou si c'est des jeunes enfants. Mmh. Vous amenez, amenez tes enfants dans une plaine de jeux. Et après ça, vous rentrez à la maison, vous passez du temps. Moi, je donne un exemple. Moi, j'ai un fils de 10 ans, le plus grand. Quand je vais changer la décoration chez moi, je le prends avec moi. Mmh. Je lui dis, t'en penses quoi? Tu penses que, enfin, comment, le cadre que tu vois là, ça te parle? Tu penses que ça peut être joli? Et je mets ses idées en avant Mmh. et je lui montre qu'il a son mot à dire. C'est sa maison, il vit là Mmh. et je lui fais confiance. Quand il voit que je peux négocier avec lui des choses qui vont avec la maison, il va se sentir à l'aise de me donner ses idées et de s'ouvrir à moi. Mmh. Et c'est ça la relation. Ça n'empêche que je suis encore le coach de mon fils, Mmh. mais il sait que quand même, j'ai une bonne relation avec maman. Maman n'est pas égoïste. Mmh. Par exemple, quand on va partir en vacances, je lui dis, bon, il y a 3 pays, t'en penses quoi? On va où? Qu'est-ce que tu as aimé la fois dernière? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et lui, il va me dire, ben, en fait, je pense qu'on peut aller à cet endroit, on peut faire ci, ok, ça va. Donc, je décide avec lui. Mmh. Même si c'est moi qui va faire c'est La moi qui va dernière prendre la décision. dernière décision, mais on va décider ensemble. Donc, je lui mets, je lui, con- je l'implique dans des décisions qui concernent notre vie. Mmh. Ici, lorsque tu n'as pas cette relation avec cet enfant, pendant ces crises d'adolescence, quand tu vas devenir mentor, il va dire de toute façon, j'ai jamais eu mon mot à dire avec maman. Et alors, on va avoir des enfants qui vont être rebelles, on va avoir des enfants qui vont se chamailler sur leurs parents, ils vont commencer à parler n'importe comment parce que maintenant ils se sentent hommes ou Maintenant, ils ont voilà, licence. j'ai mon mot à dire. De toute façon, j'ai jamais eu de mot à dire dans cette maison. Il est temps que je m'impose. Donc, ça vient du fait qu'il n'y a pas eu de relation avec cet enfant. Mmh. Mais à partir du moment où il sait que voilà, quand même, je sais que si je dis à ma mère qu'on fait ça ou à mon père de faire ça, mon papa ne va pas mettre en doute ma demande. Mmh. Ça va mettre l'enfant en confiance. Mmh. Pendant ces crises, il va te dire, je vis ça, ou même s'il ne va pas te le dire, tout ce que tu vas le dire, il va te dire, tout ce que tu vas lui dire, il va t'écouter. Oh, franchement, j'aime beaucoup comment tu articules, cette pensée-là, parce que tu as dit prendre du temps pour, déjà couper son téléphone et puis Oui. celui des enfants et Mhm. puis prendre du temps pour faire les activités qu'eux, ils aiment. Parce Mhm. que c'est quelque chose dans notre communauté qu'on ne pense pas à faire parce qu'on se dit: «J'ai travaillé, je t'ai donné un toit, je t'ai donné à manger, tu vas à l'école». Mhm. Enfin, tout se passe bien, tu vois? Mais j'aimerais encourager les parents parce que c'est des mots qui me sont revenus, Mhm. que moi-même j'ai vécu. Pourquoi est-ce qu'on va aller s'asseoir pour que je regarde ton match de basket? Mhm. Pourquoi est-ce que je vais, t'emmener, au restaurant? Il y a à manger à la maison. Ça, Tu c'est vois? dommage. Et on voit ça comme une perte de temps Mhm. et que tu dis: «Mais en parallèle, je pourrais être dans tel programme d'église». Je reviens toujours sur Mhm. ce point-là parce Oui. que c'est triste de voir que, c'est des parents qui servent le Seigneur, mais fervement avec beaucoup de courage et de zèle, Mhm. mais la relation avec les enfants, elle n'y est pas. Dans notre communauté, c'est quelque chose Mhm. qui ça brise le cœur de voir Mhm. et moi, j'aimerais dire dans ce qu'elle a dit, la réponse est faire ces activités que tu trouves inutiles. Mhm. Si tu trouves que, vendredi, tu aurais pu aller à la veillée, mais Mhm. qu'en fait, tu vas passer la soirée à regarder le match de basket avec ton fils, si tu trouves que, tu aurais pu aller au magasin, faire 3 minutes au magasin, Mhm. mais que le fait que tu ramènes ton fils ou ta fille au magasin avec toi pour l'impliquer, comme elle a dit, dans les décisions, au final, c'est moi qui ai l'argent, au final, c'est moi qui décide, que tu trouves que c'est du temps perdu et que c'est inutile, Mhm. mais en fait, tu passes à côté des moments où vous pouvez créer des liens.
des moments où l'enfant c'est pas en faisant ça que le lendemain matin, l'enfant va venir te dire: «En fait, mes plus gros secrets, c'est ça». Mhm. Mais c'est que arrivera un jour où l'enfant aura besoin de se confier et il sentira pas en fait, vous voyez le sentiment qu'on ressent quand on a peur d'aller vers quelqu'un qu'on considère comme mentor ou comme un exemple et Mhm. que tu sais qu'à tous les coups, la personne va te sauter dessus. Mhm. Donc, même dans les professeurs, à tous les coups, cette personne va te sauter dessus. Mais parce que tu as investi du temps dans ces petites choses. Moi, du côté de l'enfant, je l'ai vécu Mhm. et c'est des choses qui transforment une relation. Pour toi, c'est inutile, pour toi, c'est une perte de temps, mais c'est des petites choses qui, quand l'enfant aura besoin de se confier, il n'aura pas l'impression que tu es juste là comme un coach qui est prêt à lui sauter dessus, mais comme quelqu'un qui est prêt à l'écouter aussi, tu vois? Et à prendre en compte aussi les décisions de l'enfant. Donc, franchement, j'aime beaucoup comment tu abordes le sujet parent-enfant. Comment est-ce que Si je peux ajouter quelque oui, chose, absolument. dans la Bible, Genèse, on nous parle de la création. Mmh. Pendant la création, dans la semaine de la création, on voit Dieu en train de créer le jour, la nuit, les animaux. Et au septième jour, Dieu a pris son repos. Mmh. Donc, tout le monde a besoin de travailler Mmh. et avoir un repos. Le repos de chrétien, Mmh. c'est aller à l'église, Mmh. partager. Donc, quand on regarde, on va prendre les on-dit, Mmh. ce qui est vrai. Mmh. Pourquoi on dit souvent que les enfants des pasteurs sont les plus problématiques? Et ça, c'est la réalité. Mmh. Quand on regarde les garçons, enfin les filles et les garçons Mmh. qu'on réfère aux enfants de pasteurs, Mmh. c'est eux qui ne vont plus à l'église Mmh. pendant leur adolescence, Mmh. c'est eux qui font plus de bêtises. C'est ce qu'on dit et c'est ce qui est vrai, c'est C'est ce une qu'on a vu. réalité vraie. La plupart ils Mmh. sont comme ça. Mmh. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a eu un moment où, comment dire? Il y a eu l'abandon des parents. Mmh. Parce qu'ils ont été dans l'église Mmh. beaucoup, Mmh. mais ils n'ont pas pensé à autre devoir qui leur attendait. Ça, et qui était élever leurs enfants. Donc, je prends un exemple. Tu es pasteur, tu es marié, et toi et ta femme, vous êtes tout le temps à l'église. Mmh. Tout le temps à l'église. C'est normal, c'est votre appel. Mmh. Mais Dieu vous a béni avec des enfants. Mmh. Mais ces enfants-là, ce sont des comptes que vous allez rendre à Dieu. Les premiers même. Oui, et ces enfants, avant de rendre compte à l'Église et toute autre chose, Dieu va demander les enfants, la famille que je te donnais, Mmh. qu'est-ce que tu as fait? Mmh. Comment est-ce que tu as élevé tes enfants? Donc, c'est important que un de vous deux, vous partagez des tâches. Mmh. Aujourd'hui, pasteur, il est à 100% à l'église, mais la maman est là pour pour passer du temps avec ses enfants. Et l'inverse, la semaine prochaine, c'est le papa Mmh. qui est là pour des enfants parce que Dieu a créé la famille Mmh. et Dieu a donné le rôle à chacun parce que nous avons tous les deux, comment dire, des devoirs différents parce que nous sommes deux personnages différents. Lorsqu'un homme te parle, dit, bon, va t'asseoir, et une femme te dit, va t'asseoir, ça va sonner différemment Mmh. pour que l'homme puisse prendre son rôle de père Mmh. et la mère puisse être alors le cocon où les enfants vont trouver ce refuge de l'amour et tout ça. Mais si tu es seul, tu dois trouver un équilibre là-dessus, tu dois t'organiser. Si tu n'es pas organisé, tu t'en sortiras jamais. Absolument. Sur cette note, j'aimerais aussi parler à un jeune homme ou une jeune fille qui a 16 ans, 15 ans, qui se dit, mais moi, je connais qu'un coach et j'ai pas de relation avec ce parent. D'abord, apportons de la grâce. Je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, mais je le redis. Apportons de la grâce sur nos parents qui, on leur demande des choses qu'ils n'ont pas. Tu peux pas donner ce que tu n'as pas. Les parents, ces parents qu'on est en train de dire, cette relation, ils ont grandi dans une relation transactionnelle avec leurs parents au pays.
Mmh. Donc, arriver ici et leur demander une relation émotionnelle et non transactionnelle, Mmh. c'est leur demander quelque chose qu'ils n'ont pas. Donc, au lieu de rester enfermés aussi, c'est à nous de créer cet espace-là. D'abord, c'est à nous de nous construire et de savoir qu'on sera ces bons parents-là, Mmh. mais c'est à nous de leur donner une deuxième chance. Si on a des parents amers, si on a des parents, surtout ceux qui ont des parents investis dans l'église, les pasteurs, ils s'en rendent pas compte parce qu'ils sont par défaut comme ça, parce que c'est ce qu'ils ont reçu Mmh. naturellement. Prendre le temps et leur donner la grâce de en discuter et de dire, en fait, peut-être que ça pourrait fonctionner comme ça. Et ça serait peut-être le moyen de leur faire écouter cette émission. Donc, on va continuer. On parlait de tout ça, on revient sur la gestion du temps quand Ouais. même, hein. Comment est-ce que tu as navigué, la jeunesse, le fait que tu es maman et les études du coup et le travail, heu, quels sont les bienfaits de gérer son temps? Parce qu'on peut dire moi, il y a une phrase qu'on aime beaucoup dire: «Je me Mmh. retrouve dans mon bordel». Je me Oui. retrouve dans ma façon de gérer du temps, j'en ai pas besoin. Mmh. Pourquoi est-ce que c'est important? Quels sont les bienfaits de ça? Alors, déjà pour commencer, lorsqu'on a une bonne gestion de son temps, ça impacte la santé. Mmh mh. Donc quand on est bordélique, Mmh. on a tendance à avoir des pressions, des stress inutiles, Mmh. et il faut dire que quand tu es fort stressé, ça déclenche plusieurs choses. La maladie, enfin comment dire? Les crises cardiaques, l'AVC et tout ça, donc il faut dire que la santé passe avant tout. Si on n'a pas la santé, Mmh. on n'est plus là, quoi. Mmh. Donc la bonne gestion du temps, l'équilibre dans tout, ça nous aide à avoir la bonne santé, ça nous aide d'avoir les idées claires, Mmh. ça nous aide à avancer dans la vie. Ouais. Parce que si tu es bordélique, tu vas jamais avancer. Je prends un exemple, tu deviens, indépendant. Mmh. Tu ne sais pas quand est-ce que tu payes ton NSS, tu ne transmets pas des papiers au comptable à Mmh. temps et à heure, Mmh. tu ne commandes pas tes marchandises à Mmh. l'heure. Mmh. Comment est-ce que tu vas gérer ton entreprise? Donc ce qui veut dire que tu vas tout le temps sauter à gauche, à droite, Mmh. et tu es au bord de faillite. Mmh. Donc en gros, en fait, tu es en train d'œuvrer en vain. Donc Mmh. tout ce que tu fais, ça C'est en tombe vain. dans l'eau. Ouais. Et en gros, la bonne gestion du temps, c'est la clé à comment dire? À la prospérité, aux finances, stables, à la vie saine, et une famille heureuse. Mmh. Parce que si tu es bien organisé, tu vas élever des enfants heureux et tu Mmh. seras heureuse, Mmh. et tu vas aussi, prospérer. Et c'est surtout la clé à la paix intérieure, en fait. Exactement. Moi, personnellement, l'une des raisons pour lesquelles parce que quand on commence quelque chose, il nous Mmh. faut une raison Oui. qui nous pousse à continuer. Oui. Moi, ma raison, c'est la paix intérieure. Mmh. Et il y a des saisons où je suis organisée, il y a des saisons où je suis mal organisée, c'est un chemin, les gars. Mmh. Mais l'une des choses qui fait que je reviens toujours à la recherche de Saint-Esprit, aide-moi à bien organiser mon temps, Oui. c'est la paix intérieure que tu as Mmh. quand tout est organisé et surtout quand tu sais que l'effort fourni, Dieu est derrière Oui. et que ça va porter ses fruits. Quand il faut gérer, surtout, je parle dans mon cas avec les études et le service pour Dieu, il y a 5000 activités à faire à l'église, mais tu as aussi les prépas, les examens à faire. Et donc, tu dis, je vais servir Dieu parce que c'est ce que on veut faire. Mmh. D'abord, le royaume de Dieu avant tout. Je vais servir Dieu, j'y vais à fond, j'y vais à fond. Et puis, Dieu m'aidera pour mes examens. Mais si on a une bonne gestion de notre temps, il y aura le temps pour servir Dieu, il y aura le temps aussi pour faire ce qu'on doit faire dans nos études. Mmh. Et j'ai échoué maintes fois dans le cadre de mes études, maintes fois, et j'étais maintes fois déçue. Je disais: «Seigneur, je t'ai mis en avant, pourquoi est-ce que c'est pas comme ça?» Mmh. Parce que même si tu l'as mis en avant, tu n'as pas respecté d'autres principes qui est: fais ce que tu as à faire dans tous les cas. Donc moi, c'est la paix intérieure, Oui. vraiment. Et Dieu nous a jamais demandé de rester à l'église H24. Oh! Répète ça. Ça
ça ne va pas. En fait, ce n'est pas dans la Bible. Dieu nous demande d'avoir un temps pour tout. Mhm. Ecclésiaste nous le dit. Il y a un temps pour tout. Il y a le temps de pluie. En fait, même Dieu est organisé. Mhm. Il y a, enfin, en Europe, c'est plus facile à donner l'exemple ici en Europe. Il y a la saison hivernale, il y a la saison d'été, il y a la saison de printemps. Donc, Dieu a fait que dans l'année, il y a les 4 saisons. Mhm. Imagine-toi si on avait un Dieu débordé, avec plein de bordel autour. Janvier, il neige, juin, il neige, Mhm. décembre, il y a 40 degrés. Comment est-ce qu'on allait faire? Déjà, ça va impacter la santé. Ouais. Regarde quand on a le réchauffement climatique, Ouais. ce qui se passe. On a des saisons où il drache plus, on a des saisons où il drache moins. Donc, en fait, Dieu est un Dieu organisé. Mhm. Donc, pour aller à l'église tous les jours, H24, ne définit pas que tu es un chrétien Mhm. qui ira au ciel avant tout le monde. Automatiquement, oui. Oui. Non, il y a des œuvres, il y a des fruits, il y a plein de choses que Dieu prend en considération. Si tu pries et tu demandes à Dieu de te donner des enfants et tu n'as pas le temps pour ces enfants, Mhm. c'est un péché. Il y a un temps pour tout. Mhm. Il y a un temps pour prendre soin de ta famille. Mhm. Il y a un temps pour prendre soin de ta femme si tu t'es marié. Mhm. Il y a un temps pour ton mari. Mhm. Il y a un temps pour aller travailler. Mhm. Il y a un temps pour Dieu. Mhm. Mais avant et après, comment est-ce que tu t'organises? Nous avons 24 heures. Je prends les exemples des hommes les plus riches du monde. Ces hommes-là, ils ont 24 heures dans la journée comme nous tous. Comment ça se fait qu'il y a un qui a des milliards sur le compte et l'autre pas? Il doit avoir... Plus d'heures que nous. Oui, mais il y a personne qui a 48 heures. Tu as Ah. déjà eu 48 heures? Ah, j'aimerais bien. Ah J'aimerais voilà. bien. Nous avons tous 24 heures, mais la façon dont on organise notre temps Mhm. détermine là où on va. Amen. Franchement, dans tout ça, moi, j'aimerais encourager une personne qui se sent débordée, une personne qui aime le Seigneur, qui sert le Seigneur. Et pourtant, comme elle a dit, les relations entre tes enfants et toi, ça ne marche pas. Ou alors, tu as parlé de tellement de cas de figure, une personne qui donne tout et qui travaille, mais tout tombe en vain. Ou alors, cet étudiant qui pense mettre le royaume de Dieu en avant, parce que c'est ce qu'on nous dit. Donc, par conséquent, tu passes 24 heures à l'église et pourtant, ce n'est pas écrit dans la Bible. Donc, j'aimerais nous encourager avec un verset que tu m'avais dit, Psaume 92 qui dit: «Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse.» On a besoin de la sagesse. Amen. La sagesse, c'est la clé. Et j'aimerais bien dire aux gens qui nous suivent que n'est pas, enfin, on n'appuie pas de ne pas passer du temps à l'église. Il faut passer du temps à l'église, mais il faut avoir aussi, il faut considérer tes responsabilités. Il faut vivre dans une maison propre. Ne reste pas plus à l'église et dormir et faire autre chose et ne pas avoir le temps de nettoyage. C'est pas parce que tu n'as pas été à la veillée que tu ne vas comment dire? Que tu n'as pas été un bon chrétien. En fait, tu peux aller à l'église, mais avoir aussi du temps pour tout. Aller travailler, avoir du temps pour nettoyer ta maison, avoir du temps pour tes enfants, avoir du temps pour tes amis, parce qu'on a besoin d'une vie sociale, Social aussi. c'est important. Mhm. Et comment est-ce que tu vas évangéliser? Mhm. Si tu es entouré par des collègues, mais que tu peux jamais avoir un collègue aller boire un verre et dire, écoute, j'aimerais Oh. bien te parler de Jésus. Mhm. C'est important. Quand est-ce que, en fait, lorsqu'on reste entre nous, Mhm. comment est-ce que tu vas évangéliser? L'évangélisation, ce n'est pas que dans le train. Ce n'est pas que dans les métros. Mhm. On peut évangéliser nos collègues. Mhm. On peut évangéliser les gens autour de nous. On peut évangéliser parce que l'évangile doit arriver partout. Amen. On n'est pas tous courageux pour
à aller, aller devant un public et Mmh. parler de Jésus. Mmh. Tu peux évangéliser une personne assise à côté de toi dans le bus. Mmh. Tu peux évangéliser à quelqu'un qui est, qui travaille avec toi, que Mmh. tu te sens plus à l'aise. Mais tout ça, c'est des choses que tu fais lorsque tu as une bonne gestion de temps. Waouh! Si tu n'as pas tout ça, tu vas rester dans ton bordel Mmh. et tu t'en sortiras jamais. Tu vas avoir la pression, tu vas avoir le stress et même quand tu vas à l'église, tu seras pas à l'aise parce que quand le pasteur va dire: «Bon, prions», tes pensées vont commencer alors Tourner. à se rappeler la casserole qui est bien sur le feu. «Est-ce que j'ai coupé la cuisine Mmh. hier?» Tu vas commencer à penser à tout ça que tu n'as pas fait, alors que c'est le moment où tu devrais en profiter avec le Mmh. Saint-Esprit. Vivre ce moment, à 100 à fond. Amen. Donc, franchement, j'ai beaucoup apprécié cette discussion Moi aussi. de des relations et dynamiques entre parents et enfants, les différents niveaux et les bienfaits de la gestion du temps. On a beaucoup de séminaires, on a beaucoup de livres sur comment s'organiser, Oui. mais j'aimerais que tu retiennes ce qu'elle vient de dire. La gestion du temps te permet de profiter de ton temps avec Dieu et le Saint-Esprit et surtout, elle te permet, de bien t'organiser et évangéliser même dans les gens qui ne sont pas autour de toi, tes collègues, tes amis. Donc bien gérer son temps permet de toucher son village et aller au-delà de ça. Merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir. J'espère que Dieu vous fortifiera dans cette parole et que le Saint-Esprit vous aide aussi à la digérer. Stay blissful, guys.